La famille vit dans 10 mètres carrés. Ici, l'essentiel est d'avoir une couchette. Dans ces bidonvilles, 30 personnes partagent un Ici, il seul n'y a toilette. ni eau courante dans les maisons, ni de tout à l'égout. À la même maison, on boit même à 20 000 francs. Avant, on dit maison, on boit là. Ça va être de 3 000 à 5 000 francs. La douce se trouve à Calabi. Comment à Abidjan, un quartier tel que Cocody Faya, un studio peut coûter 150 000, 200 000. En Côte d'Ivoire, les populations n'en peuvent plus. Les prix des loyers deviennent insupportables, surtout pour les jeunes travailleurs et les familles modestes. Ça suffit, crient de nombreux locataires fatigués de devoir dépenser presque tout leur salaire juste pour se loger. Aujourd'hui, ils appellent les autorités à mettre fin à cette flambée des loyers et à trouver des solutions urgentes pour leur permettre de vivre dignement. Nous sommes environ 450 millions d'habitants aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Une population qui, selon les projections des Nations Unies, va doubler d'ici 2050 pour atteindre près de 800 millions de personnes et pourrait même être multipliée par près de 4 d'ici la fin du siècle pour dépasser 1,5 milliard d'habitants. Et pourtant, actuellement, rien que dans l'espace UEMOA, il manque environ 3,5 millions de logements décents. Parfois 5, parfois 10, dans une même pièce, dans un quartier sans eau courante, ni électricité fiable. C'est déjà la réalité de millions de foyers ouest-africains. Et dans 20 ans, il pourrait y avoir 2 fois plus de bouches à loger, sur la même terre, avec les mêmes retards de construction. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours en 2026, mais les déficits sont loin d'être comblés. Si vous n'êtes pas directement concerné, ça reste des chiffres. Mais le problème est plus grave que vous ne le pensez. C'est quand même injuste que certains soient au chaud et certains non. J'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous allez pouvoir vivre tout simplement si vous n'aviez pas de logement? Imaginez un instant que vous perdez votre logement. En fait, le danger n'est pas là. Le danger, c'est que ce déficit devienne si important qu'il en devient incontrôlable. Et si c'était déjà le cas? Ok, on est en 1960. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française. La plupart des États ouest-africains obtiennent leur indépendance. Mais au lendemain de cette rupture historique, ils héritent d'un modèle urbain qui n'a jamais été pensé pour eux. Un modèle conçu à l'origine pour une minorité coloniale. Dans les premières décennies, les jeunes États tentent de corriger le tir. Ils créent des offices de logement social, des sociétés de promotion immobilière publique. Mais dans les années 80 et 90, sous la pression des institutions financières internationales, les programmes d'ajustement structurel changent la donne. L'État se retire progressivement de la construction directe de logements. L'offre formelle stagne. Les offices publics sont démantelés, les uns après les autres, laissant le terrain au secteur privé, un secteur qui ne s'adresse quasiment qu'à la classe moyenne supérieure et à la diaspora. Pendant ce temps, l'exode rural s'accélère, sans politique urbaine pour l'encadrer. Les villes grossissent de façon incontrôlée, les bidonvilles et les quartiers précaires se multiplient. Pour des millions de familles, l'autoconstruction informelle devient la seule option pour un modèle qui ne pouvait ni satisfaire tout le monde, ni suivre le rythme d'une population en pleine explosion. Au milieu des années 2010, les chercheurs commencent même à buter sur une difficulté plus fondamentale, mesurer l'ampleur du problème. Un rapport de référence sur l'UEMOA basé sur des données de 2013 à 2015 souligne que le déficit est presque impossible à évaluer. Précisément, les données manquent dans la plupart des pays membres et le seuil même de ce qu'on appelle un logement décent évolue avec la hausse des revenus. Dans les publications de 2023 et 2024, un chiffre se stabilise. La Banque mondiale estime à 3,5 millions le nombre de logements décents manquants dans l'UEMOA, avec un besoin de 250 000 unités supplémentaires chaque année, rien que pour suivre la croissance démographique et l'urbanisation. Puis, en 2026, ils organisent... Mesdames, Messieurs, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, chef de mission diplomatique, Monsieur le
gouverneur, la BCAO, représentant le président de la commission, les représentants et les partenaires techniques et financiers, les amis de la presse que je vois ici ou là, les collaborateurs, chers amis, le protocole observé. Alors oui, nous y sommes. Dans la plupart de nos pays, le vrai donneur d'ordre, c'est l'État central. Avec une tendance au gaz, il faut tout renforcer, le mix. Deuxième élément qui est le plus important, c'est l'efficacité énergétique. Véritablement des exemples que j'ai appelé le concept. Donc des ménages, des logements qui leur permettent de consommer le moins possible d'énergie. Du bâtiment pour aller au niveau du quartier. Bon, à l'étape où nous sommes, il faut que vous compreniez quelque chose. Bon, imaginez un instant. Vous avez économisé pendant des années pour construire la maison de vos rêves. Mais avant de construire, il faut d'abord un terrain. Et à votre grande surprise, celui que vous avez repéré il y a 3 ans, bien avant de commencer à économiser, coûte aujourd'hui 2 fois plus cher. Un autre a déjà été réservé par quelqu'un qui ne compte même pas y construire. Un troisième est vendu en même temps à plusieurs acheteurs différents. Chaque visite apporte son lot de mauvaises surprises. Finalement, vous trouvez une parcelle à la périphérie de la ville. Le prix est élevé mais encore accessible. Vous demandez les documents, le vendeur vous assure que tout est en règle. Pourtant, en creusant un peu, vous découvrez qu'une autre famille revendique la même terre au nom de droits coutumiers, héritiers depuis plusieurs générations. Vous renoncez, vous recommencez ailleurs. Les mois passent et pendant ce temps, tout autour de vous, des dizaines de parcelles restent vides, clôturées, fermées, abandonnées. Personne n'y vit, personne n'y construit. Leurs propriétaires attendent simplement que les prix montent encore un peu plus. Et votre mésaventure avec cette famille aux droits coutumiers n'a rien d'un cas isolé. Jeune Afrique le rappelait déjà en 2018. Seulement 10% des terres du continent sont officiellement enregistrées et peuvent être vendues en toute légalité. Le reste flotte dans un entre-deux. Des droits coutumiers non reconnus par la loi, des titres fonciers longs et coûteux à obtenir, des conflits permanents entre droits modernes et droits traditionnels. Résultat, un terrain que vous ne pouvez ni prouver comme étant vraiment à vous, ni présenter à une banque comme garantie pour un prêt. Le terrain est devenu une monnaie, alors qu'il devait d'abord être un espace de vie. Retenir une parcelle vide est devenu une stratégie d'épargne, une forme de spéculation, d'autant plus rentable qu'aucune fiscalité foncière ne vient dissuader ceux qui la pratiquent. Merci pour la question posée. C'est un phénomène qui touche tous les pays de l'Afrique, plus particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour répondre à votre question, s'il y a quelque chose qui contribue fortement à ces déficits selon moi, c'est l'économie du logement en Afrique. Supposons un instant que vous avez enfin votre terrain. Comment financer la construction? Vous allez voir votre banque, c'est ce qui est facile à faire, n'est-ce pas? On vous demande un bulletin de salaire, un contrat stable, un historique bancaire. Mais le problème, c'est que comme la grande majorité des actifs de la région, vous vivez du secteur informel. Et laissez-moi vous donner un chiffre. Selon les enquêtes régionales sur l'emploi, l'informel représente environ 90% des emplois non agricoles dans l'UEMOA et jusqu'à 97% dans le seul secteur privé. C'est pas que vos revenus n'existent pas. Vos revenus existent, bien sûr, ils sont réguliers pour vous. Mais ils ne rentrent pas dans une case administrative, dommage. Aucun bulletin de paye à présenter, aucune trace bancaire à faire valoir. Exactement l'inverse de ce qu'exige un dossier de crédit hypothécaire. Vous insistez. On finit par vous proposer un prêt à un taux qui varie entre 6 et 12,5% selon les banques, remboursable sur une durée qui dépasse rarement 10 ans. Puis on vous dit qu'à l'échelle de toute l'Union, les banques n'accordent qu'environ 15 000 prêts hypothécaires par an. Bien sûr 15 000 pour une population qui doit dépasser les 300 millions d'habitants d'ici 2050. Une goutte d'eau. Alors vous faites ce que font la plupart des ménages de la région.
Vous renoncez au prêt bancaire classique. Vous construisez pied par pied, pièce par pièce, au rythme de vos entrées d'argent. Une chambre cette année, une dalle l'année suivante, quand les affaires ont été bonnes. Un mec qui attend parfois pendant des mois, que vous ayez de nouveau un peu d'argent de côté. Ce qui devrait prendre 1 an, on prend souvent 10, parfois toute une vie. Du côté des banques, l'immobilier reste marginal. En 2024, l'ensemble des crédits liés au logement ne représentait que 6,8% de l'encours bancaire total de l'Union, largement moins qu'au Maroc où ce chiffre dépasse 27%. Et du côté de l'offre, les promoteurs immobiliers ne sont pas de simples bâtisseurs sociaux. Ce sont des entreprises commerciales tenues par des contraintes de marge, comme le rappelle Siriki Sangare, président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest. Je suppose que vous le connaissez. Sans marge suffisante, pas de construction. Et les logements les plus rentables à construire ne sont jamais des plus abordables. I got air in my lungs, I'm so lucky. I got shoes on my feet, I'm so lucky. Got a roof over my head, I'm lucky. I got water to drink, I'm so lucky. Got light in my eyes, I'm so lucky. I got love in my life, I'm so lucky. I got fate on my side, I'm so lucky. I'm so lucky. I'm so lucky. On doit quand même constater que les États ne sont pas restés les bras croisés. Partout dans la région, des programmes de logements sociaux ont vu le jour. Le Sénégal a lancé un programme visant 100 000 logements. Le Burkina Faso, 40 000, le Bénin, 20 000. Le Togo a annoncé un projet de 20 000 logements sociaux et la Côte d'Ivoire a vu sans doute le plus grand chantier de la région. Un programme présidentiel qui visait 150 000 logements à l'horizon 2050 pour combler un déficit national estimé à environ 800 000 unités. Bon, parmi tous les cas cités, on va prendre un exemple. La cité de Ouedo, au Bénin. Sur 235 hectares à Abomey-Calavi, l'État a fait construire ce qui devait être la vitrine du programme national des 20 000 logements sociaux et économiques, écoles, mosquées, églises, commissariats, centres commerciaux, marchés ouverts, une vraie ville nouvelle, pensée pour rompre avec les anciens logements sociaux, souvent critiqués pour leur qualité médiocre. À terme, le site doit compter près de 10 850 logements, pour un coût global du projet estimé à 385 milliards de francs CFA. Mais au moment de lancer la commercialisation en février 2025, un détail manquait encore, le prix. Le gouvernement annonçait que les logements seraient accessibles aux fonctionnaires, aux salariés du privé, aux artisans, aux agriculteurs, aux commerçants, aux retraités et à la diaspora. Une liste large, presque toute la société béninoise. Jusque-là, l'objectif d'atténuer la crise du logement n'est pas atteint. Mais un nouvel enjeu commence à s'imposer dans ces programmes. Le logement durable, panneaux solaires, matériaux locaux à faible empreinte carbone, conception bioclimatique pensée pour la chaleur. Sur le papier, c'est la solution qui coche toutes les cases écologiques, résiliente, adaptée au climat. Mais les experts du secteur sont unanimes sur un point. Ce type de logement coûte aujourd'hui nettement plus cher à construire que le logement social classique. De quoi transformer une solution d'avenir en un luxe que peu de ménages et peu d'États peuvent encore se permettre. C'est tout le paradoxe de ces grands programmes. Construire un logement décent, c'est une chose. S'assurer qu'il est réellement à la portée du fonctionnaire, de l'artisan ou du petit commerçant qu'on prétend viser en est une autre. Un toit et le droit d'y vieillir en paix. C'est tout ce que demandent ces familles. Nous avons vu le chiffre grimper. Des millions de logements qui manquent, une population qui double, un sol qui se vend plus cher que ce qu'il vaut vraiment. Un système bancaire qui tourne le dos à ceux qui ont le plus besoin. Des cités qui sortent de terre sans savoir encore qui pourra vraiment y vivre. Mais derrière chaque logement manquant, il n'y a pas qu'un chiffre. Il y a un enfant qui fait ses devoirs à la lueur d'un téléphone, dans une pièce que sa famille partage à 5. Il y a une mère qui économise depuis 10 ans pour un terrain qu'elle n'a toujours pas trouvé. Il y a un jeune homme qui construit sa maison, pierre après pierre, année après année, en espérant
y entrer avant d'être trop vieux pour en profiter. Ce documentaire n'est pas une accusation, c'est un appel aux États qui ont commencé à bâtir, mais qui doivent bâtir plus vite que le problème ne grossisse. Aux banques qui doivent inventer de nouveaux outils pour financer ceux qui n'ont ni bulletin de salaire ni garantie, mais qui ont une vie entière de travail honnête. Aux promoteurs qui doivent apprendre à faire de la rentabilité et de la dignité un même projet. Et à chacun de nous qui pensons parfois que ce problème ne nous concerne pas jusqu'au jour où il frappe à notre porte. Ou à celle d'un être qu'on aime. L'Afrique de l'Ouest va compter dans 25 ans 2 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. La question n'est plus de savoir si nous devons agir, c'est de savoir si nous agirons à temps. Le danger, c'est que le déficit devienne si important qu'il en devient incontrôlable. 5 songs all just for you. 3